nous revoilì sur le stand du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes au premier jour du Salon de l'Éducation. Nous sommes en direct. Vous regarderez sans doute cette émission en podcast sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Mais évidemment, les conditions sont en direct. Alors aujourd'hui, nous avons traité de nombreux sujets, notamment sur l'orientation, la voie professionnelle, le service civique. Et puis, nous avons notamment le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a évoqué ce matin ce monde en mutation, ce monde qui nécessairement va changer les enseignements, va changer les métiers. Et précisément, c'est le sujet qui va être débattu aujourd'hui, maintenant, autour de cette table ronde. Il s'agit donc des métiers du futur. Donc, pour parler de ces métiers du futur, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes donc, autour de cette table. Borna Scognamiglio. Parfait. Voilà. Vous êtes président et cofondateur de Pixis. Si vous permettez, je vous appellerai Borna. C'est parfait. Voilà. Ensuite, à vos côtés, donc, il y a Léa Douard. Léa Douard, vous intervenez au sein du ministère de l'Éducation nationale, dans le lab d'innovation de l'Éducation nationale, autrement appelé le 110 bis. On reviendra tout de suite après les présentations vers vous. Ensuite, nous avions Marion Petitpré. Marion Petitpré, vous êtes directrice du service Agir. Agir comme accompagnement à la gestion de l'innovation pour la réussite des étudiants. Et ce service Agir intervient au sein de l'université Paris-Descartes. Et puis enfin, à ma droite, Sandrine Delacroix-Morvan, vous êtes responsable communication de FunMOOC. Effectivement, Anne. Voilà, et bien je vous souhaite bien sûr à vous 4 la bienvenue autour de ce plateau. Alors sans plus attendre, Léa, dites-nous tout. Vous êtes à l'initiative en fait de cette table ronde pour tout dire. C'est vous qui avez constitué ce plateau pour nous parler des métiers du futur. Alors d'abord, première question Léa, dites-moi ce qu'est le 110 bis, quelle est votre mission au sein du ministère de l'Éducation nationale et pourquoi avez-vous choisi ces intervenants autour de la table? Voilà, donc très rapidement, donc, le 110 bis, le lab d'innovation du ministère de l'Éducation nationale, a été inauguré par Jean-Michel Blanquer le 5 juin dernier. Et donc, nous, notre mission, c'est effectivement d'ouvrir des voies un petit peu alternatives, d'ouvrir les frontières, d'ouvrir le dialogue avec les acteurs qui travaillent pour l'éducation en dehors du ministère de l'Éducation nationale, mais on est sur les mêmes sujets. Et donc, pour nous, c'était important d'amener en fait ce sujet des métiers du futur, de comment on s'oriente demain à l'heure où on voit beaucoup dans les médias passer des chiffres disant que 60%, selon les études, entre 60 et 80% des élèves d'aujourd'hui auront demain un métier qui n'existe pas, qu'on va changer 6 ou 7 fois de métier aujourd'hui dans notre vie. Donc, à la fois, ça a un aspect assez libérateur. On se dit, ça démystifie un petit peu ce moment de l'orientation. Tout n'est pas perdu, on va se réorienter en fait tout au long de la vie. Mais d'un autre côté, il faut quand même bien accompagner ces jeunes dans ces nouvelles compétences, ces nouvelles façons de s'orienter, de se positionner dans la société. Et donc voilà, pour nous, nous-mêmes au sein du ministère de l'Éducation nationale ayant des métiers qui n'existent pas. On est 3 dans l'équipe, on se définit souvent comme des moutons à 5 pattes. Pas plus tard que ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me disait j'ai trouvé 5 ou 6 titres qui définissent un peu ce que je fais, puis en fonction de l'interlocuteur que j'ai en face, je prends l'un ou l'autre. Et je pense que voilà, c'est important aussi de porter ce discours et c'est pour ça qu'on est sur ce panel avec des voix complémentaires qui agissent pour tous nos panélistes directement auprès des jeunes pour les accompagner un petit peu sur ces voies alternatives. Alors présentez-nous les intervenants que vous avez choisis, Léa. Voilà, donc peut-être qu'on peut commencer avec une question assez générique sur comment en fait chacun d'entre vous aider les jeunes à s'orienter d'une façon un petit peu différente que d'une façon très disciplinaire pour aller vers un métier précis, parce que les jeunes, la façon dont vous accompagnez, c'est pas pour aller vers un métier précis. Alors du coup, qu'est-ce que vous leur proposez ?
Je ne sais pas qui veut commencer. Ladies first. Merci. Donc, alors Marion Petitpré, je rappelle que vous êtes directrice de Agir au sein de l'Université Paris-Descartes. D'abord, rappelez-nous ce que c'est que Agir. Donc on a créé une direction qui s'occupe de l'innovation et de l'orientation. Et dans cette direction, il y a un dispositif de formation qui s'appelle PAREO, Passeport pour réussir et s'orienter, qui est une formation qui permet aux lycéens qui rentrent dans le monde de l'enseignement supérieur d'avoir une année pour se construire, trouver leur voie, avoir des outils pour apprendre à apprendre et mettre en place une année de propédeutique. Et la particularité de cette propédeutique, c'est d'être centré sur l'orientation, parce que la démarche qu'on a, c'est une démarche éducative d'orientation. Et on parlait, Léa disait, on va potentiellement changer 6 fois de métier, mais la compétence à avoir et à développer, c'est la capacité à s'auto-orienter, à apprendre à se connaître, à construire un projet et de passer de l'idée à l'action. Donc nous, on forme cet état d'esprit qui va dire, voilà, comment j'aborde ma transition lycée-université et comment je peux rebondir aussi, parce que des fois, vous avez on est accessible sur Parcoursup, donc il faut savoir qu'on on est donc lauréat du Tour de France de la ministre de l'Enseignement supérieur, donc on a 300 places qui s'ouvrent tous les ans, et c'est pour des jeunes soit qui sont au lycée, qui disent je ne sais pas quoi faire, je prends le temps pour réfléchir et construire ma voie, et on les accompagne, ou des étudiants qui veulent se réorienter durant une année. Donc on a 3 rentrées, en septembre, en octobre et en novembre, et on a une année pour les aider à se construire. Et dans la démarche qu'on a, il y a autant l'aide à l'orientation avec des ateliers, de l'entretien individuel, mais il y a aussi de la méthodologie universitaire, de l'anglais, et après il y a des parcours pour qu'ils approfondissent leur projet professionnel avec des stages, des périodes d'immersion. Et donc on essaie de générer les déclics et surtout avoir une capacité à être autonome, s'organiser, parce que dans l'enseignement supérieur, c'est ce dont on a besoin. Et la particularité première, c'est que la sortie du dispositif, c'est ouvert à 360 degrés, si je puis dire. Ils peuvent poursuivre en BTS. On travaille beaucoup avec les proviseurs de lycée, des candidats de la réussite. On a le soutien de la région Île-de-France. Ils peuvent très bien aller en prépa, s'ils le souhaitent, à l'Université Paris-Descartes ou ailleurs, ou en alternance. Donc en fait, il n'y a pas d'idée reçue sur c'est quoi réussir. Réussir, c'est trouver sa voie, la réaliser et aller au bout de soi. Donc ça, c'est la démarche qu'on porte pendant 1 an pour les accompagner jusqu'au bout. Ça fait 3 ans qu'on existe. Donc... Et dans ce cadre-là, on va avoir différents outils. Autant travailler les associations qui s'engagent pour l'orientation, que des startups dans l'EdTech, que ce qu'a présenté Sandrine, les MOOC de Fun sur l'orientation. Mais on va offrir un cadre et une formation qui est diplômante pour qu'ils construisent pas à pas et qu'ils passent du lycéen qui ne sait pas où il veut aller à un étudiant et à un adulte autonome et responsable. Alors, Fun MOOC, Sandrine Delacroix-Morvan, dites-nous de quoi il s'agit. Alors, FUN, c'est l'acronyme pour France Université Numérique. Nous, on est un organisme public nous sommes le diffuseur officiel des MOOC, c'est-à-dire des Massive Open Online Courses, des cours en ligne ouverts, gratuits et massifs, des établissements d'enseignement supérieur français, universités et grandes écoles. Donc à ce titre, on déploie des cours, parce qu'un MOOC, c'est un cours complètement en ligne sur plein de sujets. Un cours, c'est quoi? C'est des vidéos, des exercices, mais surtout ce qui fait la différence, c'est que derrière, il y a des profs qui répondent aux apprenants qui se sont inscrits et qui répondent pendant tout le temps de la durée d'ouverture du cours, qui dure généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ces cours-là, il y en a un certain nombre qui ont été créés en 2016, qui ont commencé à être diffusés en 2016, parce que des profs d'université sur des filières en tension avaient identifié des grosses problématiques d'orientation, voilà. Qu'est-ce que c'est que la psycho? Qu'est-ce que c'est que le droit? Est-ce que c'est réellement pour moi? Et donc, on a commencé à diffuser des MOOC d'aide à l'orientation depuis 2016. Là, cette année, on en diffuse 10 qui sont complètement agnostiques de l'université qui l'a créé. C'est-à-dire que le jeune qui souhaite s'inscrire et puis découvrir les études de droit, le MOOC a été créé par Assas, mais ce qu'il va apprendre, c'est valable pour toutes les universités de droit sur le territoire français, hein. Et donc, ça permet d'accompagner ces jeunes. Alors, pour le coup, exceptionnellement, les MOOC, qui généralement chez nous ont une durée et une fin relativement restreinte de quelques semaines, les équipes pédagogiques qui ont créé ces MOOC ont souhaité les voir être ouvertes pendant une durée très longue et qui correspond en fait à la période de Parcoursup. L'intérêt de ces MOOC, c'est qu'on peut embarquer énormément de personnes quand même, hein. En moyenne, combien de personnes regardent Alors, ça dépend, ça va de
quelques milliers à quelques dizaines de milliers. C'est hallucinant, c'est vertigineux. Oui, et l'idée des MOOC d'orientation, c'est de permettre d'offrir une aide à l'orientation avec un suivi derrière personnalisé d'enseignants et également de spécialistes de l'orientation à des gens qui sont socialement ou géographiquement pas forcément prêts à obtenir des informations, je dirais, qualifiées, et ça complètement gratuitement, parce que bien sûr, c'est gratuit. Quelle est l'adresse où on peut trouver justement ces MOOC? Alors, www.fun-mooc.fr. Voilà, donc évidemment, on retrouvera toutes les infos sur le stand du ministère, mais c'est important quand même de le signaler au micro. Alors, à vous, Borna, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que Pyxis? Vous êtes cofondateur de Pyxis. Qu'est-ce que Pyxis? Qu'est-ce que vous proposez justement pour l'orientation de nos jeunes? Merci et merci beaucoup Léa pour cette belle invitation, ravi d'être parmi vous. Alors Pyxis est une plateforme d'orientation qui cherche à aider les collégiens, les lycéens et aussi les universitaires à répondre à des questions d'orientation en partant donc de deux constats et donc de deux solutions. D'un côté, fournir une information de qualité et qualifiée sur les métiers et les formations, alors qu'on sait qu'aujourd'hui on est parfois submergé par les informations. Donc on cherche à démocratiser une information sous un angle particulier, je vais y revenir, pour aider les jeunes à pouvoir se repérer, et cela grâce à un moteur de recherche qu'on appelait la Galaxie des métiers, qui est un moteur de recherche interactif qui permet, avec des filtres dynamiques, avec une interface simple, ludique, pouvoir plonger dans l'information sur les métiers et en ressortir sans s'y perdre. Et l'autre côté, c'est comment fournir un accompagnement personnalisé au plus près de ses valeurs, talents et aptitudes. Et donc, on a développé un assistant conversationnel intelligent qui s'appelle Pixie et en fait qui peut être passé sur smartphone et qui intègre un bilan d'orientation complet avec des tests psychométriques, des parcours pédagogiques, des questionnaires sur les valeurs, les sources de motivation, les centres d'intérêt, les talents, et qui permet justement de aiguiller et de donner aux jeunes la possibilité de se former justement et de former cette compétence à savoir s'orienter. Et c'est très important. Et nous, on a une particularité, et c'est un positionnement dont on est fier et engagé, c'est lorsque on cherche à poser la question à un jeune, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Eh bien, on cherche aussi à lui poser la question, mais quel est le rôle que tu veux jouer au XXIe siècle? D'où aussi la question... Donner du sens. Et donc, donner du sens, effectivement. Et donc, cela, en passant par un schéma, qui est un schéma directeur qui a été fourni par les Nations Unies, c'est les 17 objectifs de développement durable, dont je porte le pin ici, et qui, en fait, est un schéma qui réunit les plus grands défis que la société a devant elle pour les 12 prochaines années, donc d'ici jusqu'en 2030, mais aussi au-delà, dans le cadre du XXIe siècle, pour donner aux jeunes la conscience que, quel que soit le rôle, le métier qu'on voudra exercer, et comme disait Léa, dans les évolutions que l'on aura dans notre carrière, donner la possibilité à dire à quelqu'un que l'on soit boulanger ou astrophysicienne, on peut avoir un impact sur la société, un impact positif, direct ou indirect. Et donc nous, on le fait en donnant la possibilité à des jeunes d'accéder à des milliers de ressources pédagogiques, donc des articles, des vidéos provenant de ressources médias référencées. Donc on est une sorte d'agrégateur d'informations. Ce qu'on est en train de voir, Léa, c'est que finalement, on fait davantage de place à l'humain, quand bien même on est dans un monde de plus en plus digitalisé. C'est on va dire, la contradiction et en même temps la force de ce qu'on est en train de proposer ici. C'est-à-dire que les cours sont certes digitalisés, mais il y a de plus en plus de gens qui y ont accès. Donc on dématérialise et en même temps on rend accessible et on démocratise. C'est ça la tendance de la mutation générale? C'est effectivement trois approches très complémentaires aussi quand on pense qu'en France, on est l'un des pays où en fait les jeunes sont diplômés le plus tôt en termes d'âge. Ils vont très vite en fait dans
dans un tunnel d'études, en fait, d'années qui s'enchaînent les unes après les autres. Et ce qu'on voit avec ces 3 exemples, c'est que chacun à sa façon, ça permet simplement, en fait, à l'étudiant à un moment donné de son parcours, faire un petit pas de côté, prendre un temps, en fait, et avoir un regard réflexif sur ce qu'il a envie de faire, donc sur quel objectif global, sur quel défi en fait du monde aujourd'hui qui est en pleine transition, il a envie de s'engager, sur le parcours dans lequel il a peut-être choisi d'aller en L1 et au lieu de continuer en fait dans le tunnel d'une année après l'autre sans réfléchir, sans prendre un pas de côté pour dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, rester en fait dans le système universitaire avec le DU Paréo, garder ses droits étudiants, etc. et que ce système lui permette d'avoir cette année pour lui, pour réfléchir à ce qu'il a envie de faire, ou alors que ça soit fun, où finalement ces MOOC dont on parlait tout à l'heure permettent aux jeunes, par exemple lycéens, de tester un petit peu les différentes disciplines dans lesquelles ils veulent s'orienter, mais finalement je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs d'avoir aussi un peu une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire que même si la personne a choisi droit et pendant ses études de droit peut quand même à côté choisir de suivre un MOOC d'économie-gestion ou peu importe, ça permet aussi de démultiplier les compétences et de ne pas être sur une seule et même compétence. Et donc, une autre question qui me semble intéressante à aborder sur cette question des métiers du futur, c'est sur les compétences. Au final, c'est ce que Marion disait, sur savoir se réorienter, se repositionner finalement tout au long de la vie et avoir cette capacité réflexive. Comment, dans vos différentes approches, vous abordez cette... apprendre à apprendre dont on parle tant aujourd'hui et qui va être une compétence fondamentale pour pouvoir trouver sa place dans la société demain. Apprendre à apprendre et apprendre tout au long de sa vie, rester tout au long de sa vie. En formation, actif et dans une démarche vraiment d'apprentissage tout au long de sa vie, quoi. Alors il y a plusieurs points que tu as soulevés, Léa, c'est que quand on a un lycéen qui rentre dans l'enseignement supérieur, avant d'apprendre à apprendre, il faut avoir le plaisir d'apprendre et savoir pourquoi on veut apprendre. Et donc nous, le travail qu'on a à faire au tout début du dispositif, c'est identifier leur levier motivationnel et susciter ce plaisir. Et créer un climat qui soit... Il faut reconstruire la confiance en soi. Des fois, le bac, l'année n'a pas toujours été source d'épanouissement. Donc le préalable, c'est celui-là. Et une fois qu'on a remis ça en place, qu'il y a un projet, que s'ils savent où ils vont, ils réussiront, alors on intervient sur la brique compétences, apprendre à apprendre. Et là, on travaille avec le laboratoire Labsidé, le professeur Grégoire Borst, sur des conférences, sur des outils, développer la flexibilité, la créativité, la méthodologie, comment mon cerveau fonctionne, comment je mémorise. Mais ça peut intervenir que si on a fait un travail au préalable. Je me reconstruis. Il faut savoir qu'on récupère des personnes qui ont été affectées en PACES, en première année de médecine, donc qui est chez nous une faculté de médecine en partie. Et donc, il faut reconstruire des choses avant d'aller sur la méthodologie. Et ils vont réceptionner l'information et tout au long, le fil rouge, c'est le projet, le construire et aussi le principe de réalité, c'est-à-dire que si j'envisage certaines perspectives que je peux découvrir à travers des MOOC en complément du dispositif, c'est quel niveau scolaire et académique je dois avoir. Et donc après intervient la question disciplinaire. Mais tout ça, c'est un long processus. Et au niveau des compétences, c'est vraiment l'autonomie aussi qui est importante. C'est-à-dire que tout dont on parle là, que ce soit le projet sur Pixies ou les MOOC, il faut une personne autonome. Et le lycéen, il faut ancrer ça en lui, c'est-à-dire l'autonomie, savoir gérer son planning, comment je m'organise, comment je me prends en charge. Et ça, c'est le préalable à toute compétence. Donc après, je laisserai l'autonomie et puis la créativité, entre autres, la collaboration, le travail collaboratif, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui communément les soft skills. C'est intéressant d'utiliser ce terme qui est un anglicisme, j'entends bien, mais pour autant, voilà, on le traduit en français, compétences douces. Est-ce que j'interviens, mais évidemment, vous prendrez la parole, FunMOOC et Pixie sur le sujet, mais est-ce que les entreprises, toutes les entreprises sont prêtes à accueillir aussi ce genre de profil? Parce que j'entends qu'on prépare les jeunes vers ces métiers qui vont venir et ces compétences qui sont nécessaires. Mais est-ce que les entreprises sont prêtes? Est-ce que les entreprises sont déjà dans cette dynamique-là pour que finalement on mette les bons jeunes en face des bonnes entreprises? Alors, si je peux me permettre, je pense que les entreprises ont, au niveau de leurs salariés, même actuellement, sans même
de parler de recrutement, déjà cette problématique-là, puisqu'on est dans un changement de paradigme, on est à la 3e révolution industrielle, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau économie, il y a réellement des mutations qui poussent un certain nombre d'entreprises en direction de la faillite, et qu'il faut savoir se réinventer à l'heure où tout va très très vite. Et pour ça, ils doivent compter sur des salariés, ils doivent aussi promouvoir une évolution au niveau de ces salariés. Je pense que le fait de recruter des jeunes qui ont déjà ces soft skills, ça permet également d'acculturer leurs salariés à cette évolution, et ça ne peut être que bénéfique. Alors maintenant, les entreprises qui ne vont pas bouger, ils vont mourir. Oui, c'est ça, c'est un peu le risque. Mais finalement, il faut faire rentrer nos jeunes, les fameux millénials, dans ces entreprises pour qu'elles insufflent et qu'il y a finalement une transmission qui aille dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on apprend le métier de l'entreprise et en même temps, le jeune va apporter aussi sa connaissance pour transformer et survivre et faire adapter en fait naturellement l'entreprise à toutes les mutations auxquelles on est confronté. Vous évoquiez tout à l'heure, Borna, la question écologique, de l'environnement. Ça fait partie, on parlait de mutation, ça fait partie des choses qu'il faut intégrer. Il faut intégrer fortement, et je crois que, pour rebondir, juste une mini parenthèse par rapport à ce que vous disiez sur les soft skills, moi en tant qu'entreprise, quand, bien sûr, à ma taille, donc on reste une PME, mais quand il s'agit de recruter des jeunes, la dernière chose que je regarde, c'est le simple CV. Si je reçois la personne, je la considère en partie, quand même de bonne manière, par sa motivation et par sa façon de se présenter, de parler et de montrer tous les projets dans lesquels cette personne a collaboré et quelles sont les réalisations de groupe dans lesquelles elle a pu ou pas avoir un rôle à un moment donné de leadership. Mais vous êtes une start-up. Oui, donc il faut avoir une entreprise de l'industrie ou un artisan, je parle par exemple d'un boulanger ou d'un boucher, etc. Comment eux, on va les faire évoluer et les faire entrer dans cette dynamique-là et reconnaître effectivement ces compétences douces et leur faire valoriser effectivement l'apport de ces nouvelles compétences. Après, la question qui est fondamentale, je crois, c'est aussi la culture à tout niveau d'entreprise et de taille. Donc, c'est-à-dire que il faut évidemment s'imaginer que l'entreprise comme entité est une organisation faite de personnes qui, pendant X temps, X heures, 35 heures par semaine, peuvent travailler dans cette entité et qu'elles donnent du temps, elles donnent du sens, elles donnent des valeurs. Et donc, en fait, l'employeur, lui, il doit chercher à tout moment à garder au niveau cette motivation, cette niaque qui peut justement donner suite à la productivité, à toutes sortes de paramètres après économiques au niveau de l'entreprise. Mais comme on reste des hommes et des femmes, la chose importante, c'est justement partir de soi-même et de la source de motivation qui nous permet aussi de nous projeter dans une entreprise et de dire, en fait, je suis aujourd'hui dans cette entreprise, mais il se peut que dans 3 ans, je ne sois plus là. L'employeur doit le savoir, et aujourd'hui, ça va être de plus en plus chaud pour les entreprises classiques de garder les talents. Donc, garde à rester figé sur des modèles qui commencent de toute manière à évoluer. Et pour répondre à la question sur la partie écologique, ou de sens plutôt, c'est aujourd'hui les jeunes ont une conscience. On a la chance d'avoir la génération la plus éduquée et la plus sensible aux thématiques liées non seulement à l'écologie, mais au développement durable en tant que tel. Donc, c'est-à-dire une approche par une économie inclusive et respectueuse de l'environnement. Et les jeunes, ils sont prêts à s'engager, à y aller. Et il faut beaucoup aussi de pédagogie pour que les jeunes puissent justement, à n'importe quel niveau de qualification et de métier ou de secteur professionnel, dire je peux avoir un impact sur ma propre vie, sur ma famille, sur ma communauté ou même mon pays. Donner du sens, Léa Douard, c'est finalement lutter aussi contre le burn-out dont sont victimes aujourd'hui de nombreux travailleurs. Oui, effectivement. C'est une façon aussi de changer la façon de travailler par le fond.
On parle effectivement là de ces compétences du futur, de ces métiers du futur, mais ce qu'on vit nous au Lab 110 bis pour les métiers, en tout cas de l'éducation nationale en administration centrale et aussi pour les enseignants, mais là dans les métiers de l'orientation, en fait on voit dans vos 3 exemples que non seulement vous préparez de différentes façons les jeunes pour les métiers du futur, mais vous venez aussi transformer les métiers de l'orientation en fait et bousculer, pas bousculer, mais donner en fait de nouveaux outils, de nouvelles ressources, de nouvelles façons de faire aux personnes qui historiquement sont engagées dans l'aide à l'orientation de ces jeunes. Donc ça peut être, on parlait tout à l'heure des profs principaux, mais aussi les CIO, etc. Et donc peut-être comment en fait vous formez les jeunes à ces métiers du futur, mais aussi vous contribuez à donner des outils et à transformer les métiers de l'orientation actuellement. Et est-ce que vous avez des exemples à nous donner là-dessus? Est-ce que vous êtes des nouveaux entrants Tout à fait. L'approche qu'on a dans le dispositif Pareo implique... Marion Petitpré, je rappelle. Voilà. Voilà. Implique que la posture de l'accompagnant va être différente que simplement je vois l'enseignant, je vois le conseiller d'orientation. On a vraiment une démarche intégrée. C'est-à-dire que notre travail pendant cette année-là, c'est d'être au courant autant d'une problématique administrative, sociologique qui va être révélateur d'une problématique sur la famille, sur l'argent, que le problème lié à comment je finance les études. C'est-à-dire qu'on est très pragmatique. S'il y a un problème de financement des études, il faut l'aborder dans le projet. Et également sur les cours du point de vue disciplinaire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui interviennent dans la formation ont une vision 360 et intégrée, c'est-à-dire on a une approche globale de l'étudiant et pas en silo. Donc ça suppose beaucoup de décloisement des métiers, donc mutation des métiers, changement des pratiques et travailler aussi par l'expérimentation, c'est-à-dire que dire à quelqu'un il faut que tu penses comme ça, etc., on leur fait expérimenter des situations pour qu'ils arrivent à la conclusion et qu'ils prennent des décisions par eux-mêmes. Parce que ça, je pense que c'est important, le libre arbitre, savoir décider. Mais ça suppose que toutes les personnes qui interviennent soient décloisonnées, c'est-à-dire qu'elles peuvent autant être au courant. On a des profils de chefs de projet qui vont avoir un background communication, d'autres sociologie, moi en droit, parce qu'on va travailler la discipline, mais aussi l'accompagnement et l'orientation. Donc c'est une posture totalement différente, mais qui est importante, parce que si on ne l'aborde pas à 360 degrés, il va se retrouver à chaque fois face à des silos. Et toutes les problématiques qu'on a traitées au XXIe siècle sont en démarche intégrée. Donc on l'amène à ça en fait. Donc on décloisonne vraiment pour se faire aussi son propre métier, quoi. Oui. Et on s'approprie vraiment le sujet. Alors Sandrine Delacroix-Morvan, est-ce que vous pouvez répondre à la question de Léa? Alors oui. En début d'année, on a mené une expérimentation en collaboration avec l'ONICEP. Et on a été dans 4 lycées très très différents. Et dans ces lycées, on s'est dit, on a des MOOC d'orientation, on pense que c'est utile, mais on va aller sur le terrain pour vérifier si c'est réellement utile. Et donc, on a modélisé des ateliers pour que les personnels éducatifs des établissements du scolaire, les lycées, à la fois professeurs principaux, professeurs documentalistes, psy-N, puissent s'emparer des MOOC. Et on les a déployés sur une journée dans les lycées avec il y avait une progression pédagogique. Et ensuite, on a interviewé les encadrants, on a interviewé les jeunes en interview anonyme pour être sûr de la pertinence des résultats. Et en fait, on s'est aperçu que ça marchait, et ça marchait même très bien. Et donc, après, on a été voir les psy-N, les profs, et on leur a demandé s'ils allaient rééditer l'opération. Et ils ont répondu par l'affirmative en intégrant les MOOC dans leur semaine d'orientation qui sont déployées à partir de novembre pour avoir des outils qui soient fiables puisque les contenus sont vérifiés et en même temps permettre aux jeunes d'utiliser des outils qui leur sont naturels puisque le numérique... les smartphones, c'est quelque chose qui est dans leur culture et je dirais fait partie de leur appropriation quotidienne, quoi.
Borna Scognamiglio, j'y arriverai pas. Scognamiglio, j'ai voulu le faire. Hein. Je vais y aller, hein, j'ai raté. Bon, allez, on y va. Pixis, donc, et vous, quelle est votre réponse à la question de Léa sur le décloisonnement et votre nouvelle vision donc, de l'orientation? Alors, première chose, je pense qu'un des mots-clés que nous cherchons vraiment à instiller dans les consciences, dans les esprits, que ce soit des élèves, mais aussi des enseignants, des équipes pédagogiques, c'est le mot confiance. Alors, on parle des codes de la confiance, et je crois que la confiance en soi, c'est un des premiers moteurs que si on ne l'a pas, on est à l'arrêt. Il y a tellement de jeunes dans beaucoup de quartiers défavorisés qui n'ont pas justement le juste levier qui puisse faire démarrer cette machine de motivation et qui puisse permettre à n'importe quel élève de pouvoir commencer ce parcours de découverte de ses talents et de développement de ses compétences. Donc, nous avons développé un système d'atelier, une méthodologie pédagogique autour des métiers du futur, mais qui a beaucoup à faire avec qui permet aux jeunes de pouvoir non seulement se projeter dans le futur, mais de développer justement cette confiance en soi. On a des ateliers donc, qui s'appellent Imagine ton métier en 2030. C'est des ateliers de job design que nous menons dans des classes de collège et lycée. Et en fait, avec une partie en amont pédagogique pour les sensibiliser au développement durable, aux innovations, mais après, on les laisse, par groupe de 5 à 6 élèves, on les laisse pendant 1 heure imaginer les métiers ou les innovations qui vont répondre à des questions de fond, à des problèmes, et donc proposer des solutions. Et les résultats sont incroyables parce que ça permet, alors on a plusieurs exemples, mais je garderai toujours l'exemple d'une fille qui, dans un collège des Deux-Sèvres, à Saint-Mexin-l'École, qui était parmi les élèves les plus problématiques au niveau de ce collège, et d'autres élèves qui étaient problématiques et qui étaient les premiers, les plus engagés, et ceux qui ont inventé les métiers les plus fous, mais qui ont été les plus chargés de sens. Et cette fille qui avait inventé des lunettes, le métier de caméraman du futur avec des lunettes connectées avec une caméra, elle a dit mais moi j'adore ce métier, en fait je voudrais faire un BTS, un audiovisuel, parce que peut-être tu vas pouvoir travailler chez Sony ou d'autres, on n'est pas de marque, mais chez des entreprises qui développent des innovations telles quelles tu l'as conçues. Et les professeurs sont fans. Donc je pense que c'est un mélange de tout. Et quand on joue dans la prospective, ça permet vraiment de décloisonner, d'ouvrir les champs de possibles et de enlever cette censure, ces biais sociaux, géographiques. Et c'est le rôle après que les enseignants, en collaboration avec des communautés, des territoires apprenants, peuvent donner aux élèves un espoir de réussite. Léa, un mot pour conclure, parce que c'est déjà la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce que l'on peut retenir donc, de cette table ronde sur les métiers du futur et la bonne orientation pour choisir le meilleur métier qui nous convienne, mais surtout qui conviendra aussi en 2030 ? Peut-être justement qu'il n'y a pas forcément de bonne orientation ou de bon métier pour demain, qu'il faut un peu démystifier ces moments, que moi je reste aussi persuadée que le cloisonnement entre formation initiale, formation continue est amené à être plus tellement pertinente, puisqu'on est dans cette dynamique où tout un chacun, on a des outils pour se positionner, on veut s'engager dans des projets qui ont du sens, qui sont porteurs de sens. Les universités, de plus en plus, j'espère de plus en plus d'universités d'ailleurs, vont pouvoir dupliquer ce type de modèle, où au sein des universités, on a du temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire. Il y a les MOOC qui permettent aussi à tout moment de se reformer sur une chose ou une autre pour accéder à ces métiers qu'on veut expérimenter. Et donc je pense que tout est très ouvert. Il faut seulement que les jeunes
et connaissance de tout Et ça. surtout avoir la capacité à se réinventer continuellement. Je pense que c'est ça l'histoire, c'est avoir la capacité à se réinventer, se découvrir et passer de l'idée à l'action et tout au long de sa vie, et c'est pas qu'à 18 ans la question. C'est ça. Alors, où retrouver toutes les informations, que ce soit sur FunMOOC, que ce soit sur Pixis, ou sur Agir, où retrouver, Léa, toutes ces informations? Sur le site du ministère de l'Éducation nationale ou bien directement sur 110 bis? Oui, dès que la vidéo sera disponible, nous on relaiera avec tous les liens qui vont bien pour que chacun puisse retrouver ces différentes initiatives. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé donc à cette table ronde portant sur les métiers du futur. C'est un sujet encore une fois très vaste qui mériterait sans doute encore beaucoup de temps pour qu'on en parle davantage. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle émission consacrée au service civique. Encore une fois, le service civique, c'est quelque chose qui a du sens et qui apporte de la confiance et qui est, je pense aussi, un outil pour s'inscrire dans ce que vous avez décrit à l'instant, c'est-à-dire décloisonner, rencontrer et puis être agile dans le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Merci.